Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine, football professionnel, football amateur. Je vous souhaite de vive voix une très bonne année 2024 avec évidemment la santé pour vous et vos proches, la prospérité et les résultats sur les terrains de football. Au programme ce soir la Coupe de France, évidemment avec les résultats des 32e de finale. On verra qui sont les clubs néo-aquitains qualifiés. On recevra l'un d'entre eux, Paul Fauvel, directeur général de Bergerac-Périgord, qui s'est brillamment qualifié dans le derby face à Libourne. Il y avait également du championnat ce week-end. On parlera National 3 avec le résumé de la rencontre opposant l'US Lège Cap-Ferré à Canet-Roussillon, et on ira faire un tour du côté du bassin d'Arcachon en Régional 1, le FCBA qui pouvait récupérer son fauteuil de leader occupé par Biganos avant les fêtes. Bref, tout cela dans le numéro 124 d'LFNA TV. C'est parti. L'événement du week-end, c'était évidemment la Coupe de France avec les 32e de finale. Il y avait 4 affiches qui concernaient les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Qui s'est qualifié? Qui est passé à la trappe? La réponse avec ce montage préparé par notre journaliste Théo Rodriguez. Pau est le premier club néo-aquitain engagé pour ses 32e de finale de Coupe de France. Il reçoit le FC Nantes sur sa pelouse ce vendredi soir. Prendre une Ligue 1 n'était pas le tirage le plus favorable pour les Palois, mais en Coupe de France, on le sait, tout est possible. La preuve en image, à la 14e minute, Boutaïb lance Moussa Sylla dans la profondeur. Le contre lui est favorable et frappe du droit. Malgré l'effort du défenseur nantais, ce ballon finit au fond des filets. Pau ouvre le score dans ce match. Fin des 45 premières minutes, Pau mène 1-0 face aux Nantais. Oui, il y a de la satisfaction forcément menant au score. Maintenant, on a concédé quelques situations, mais la teneur des propos, c'est de continuer le plan de jeu qui était proposé initialement, avec beaucoup de fermeture du jeu dans l'axe, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde, et puis d'essayer d'être présent sur les centres. Voilà. Donc, pour l'instant, ça tient à peu près. Ils ont eu quand même 2-3 situations intéressantes. Mais en contre, on a de bons arguments, et je pense qu'on peut encore réussir à les planter une nouvelle fois. À la 48e minute, Moussa Sissoko rentre dans la surface et retrouve Florent Mollet en retrait. Il frappe du gauche premier poteau et trouve le chemin des filets. Nantes égalise dans ce match. À la 79e minute, Fabien Santonz gagne son duel à la course. Il rentre dans la surface et centre, mais c'est bien défendu par les Palois. Douglas Augusto tente à son tour, c'est contré, mais ça retombe dans les pieds de Tino Kadewere qui n'a plus qu'à la pousser au fond. 2-1, les Nantais prennent l'avantage. Quelques minutes plus tard, Tino Kadewere est une nouvelle fois retrouvé dans la surface. Contrôle de la poitrine, crochet sur Janin et finition du droit. Magnifique enchaînement de la recrue hivernale nantaise qui marque son doublé et permet à Nantes de faire le break 3-1. 87e minute, Kader Bamba est lancé en profondeur, il s'avance et frappe du droit. Ça termine au fond des filets par l'intermédiaire du poteau. Les Nantais crucifient les Palois. Ça fait 4-1 à quelques minutes de la fin de ce match. L'arbitre donne le coup de sifflet final. Pau s'incline 4-1 face à Nantes. L'aventure en Coupe de France s'arrête en 32e de finale pour les Palois. Non, on l'explique tout simplement parce que Nantes a su élever le niveau, a changé de système et a mis beaucoup d'intensité. Et on n'a pas réussi à répondre à ça. On savait que le début de seconde mi-temps allait être très important. On n'a pas su résister et après ils ont déroulé. Quel est le sentiment qui prédomine là en sortant du Non, on est un peu déçus parce qu'à la mi-temps on avait fait une bonne prestation, mais on n'a pas su rééditer ça en seconde et c'est ce qui nous a coûté la qualif. Vous allez vous remettre en ordre de marche avec l'objectif championnat maintenant et poursuivre sur votre lancée? Oui, exactement. Il ne faut pas que ce soit un coup d'arrêt. Voilà, on est tombé sur une belle équipe. À nous d'apprendre de ce match et de continuer à aller de l'avant en championnat. Deuxième rencontre, Trélissac, club de National 2, se déplaçait à Fabrègues, club de Régional 1, pour essayer d'être le premier club néo-aquitain à se qualifier en 16e de finale de Coupe de France. À la 8e minute, David Rico contrôle mal ce ballon et fait une grosse faute sur le latéral Trélissacois. L'arbitre sort le carton rouge. Trélissac va jouer en supériorité numérique presque l'intégralité de la rencontre. 26e minute, coup franc pour Fabrègues, Ali Cheranti à la baguette. Il trouve le chemin des filets, magnifique but. Les Fabrégois ouvrent le score dans ce match. À la mi-temps, Fabrègues mène 1-0. Magnifique ballon lobé pour Adama Diakité qui résiste à la défense et n'a plus qu'à finir. Trélissac égalise à la 69e minute, un partout.
77e minute, Diakité côté gauche centre ce ballon dans la boîte pour un magnifique ciseau sur le poteau. Et derrière le défenseur de Fabrègues fait faute, l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est au fond, Joris Romil permet à Trélissac de prendre l'avantage dans ce match. 83e minute, sur cette récupération de balle, Joris Romil est lancé dans la profondeur pour un face-à-face avec le portier adverse. Il ouvre son pied et marque son doublé, mais permet surtout à Trélissac de faire le break dans ce match, 3-1. Dans le temps additionnel, Jordan Potier est lancé de magnifiques ballons lobés dans la profondeur. Il conclut du gauche, ça fait 4-1 pour les Trélissacois. « 90e minute, l'arbitre donne le coup de sifflet final. Trélissac s'impose 4-1 au stade Joseph Janton et se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. Troisième rencontre, les Girondins de Bordeaux se déplaçaient en région parisienne pour affronter l'Entente Sannois-Saint-Gratien, club de National 3. À la 17e minute, long ballon de Kalancha pour Baranji. Mauvaise lecture de Jean Marcelin qui perd ce ballon, ça profite à Sekou Baradji qui crochette et frappe du droit croisé. Il trouve le chemin défilé. L'Entente Sannois-Saint-Gratien ouvre le score dans ce match. Fin de la première mi-temps. À la pause, les ententistes sont en train de créer l'exploit. Ils mènent 1-0. 65e minute, corner pour les Girondins. C'est frappé dans la boîte pour Danilo Ignatenko qui prend sa chance de voler. Magnifique but du milieu bordelais qui permet à Bordeaux d'égaliser. Ça fait 1 partout. Fin du temps réglementaire, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager à l'issue des 90 minutes. Il y aura donc une séance de tir au but. Ce sont les Girondins qui commencent cette séance. Ça passe pour Barbet. Autour de Kissy. Le ballon s'envole au-dessus de la transversale. Lee volant pour prendre l'avantage. C'est au fond. El Khemiri désormais. Johnson sort ce ballon. Magnifique parade du portier bordelais. Ignatenko ne tremble pas. 3-0. Gourich réduit la marque, 3-1. Vipotnik pour conclure. C'est manqué pour le Slovène. Camara pour redonner espoir. Ça passe, 3-2. La victoire au bout du pied de Pitou. C'est dedans. Bordeaux se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France après s'être imposé 4-2 au tir au but face à l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Oui, le plus important c'est qu'on est qualifié. C'est le plus important pour nous. Le fait que le premier penalty était tiré au-dessus, est-ce que ça t'a aidé un petit peu à te mettre en confiance pour la suite? Ah oui, c'est toujours important. Le premier, c'est important pour l'équipe. Et si on prend ça, c'est positif pour nous, bien sûr. Quatrième rencontre, duel 100% néo-aquitain entre Bergerac et Libourne, deux clubs qui évoluent dans la même poule en National 2. À la 35e minute, le portier bergeracois Pierre Laborde rate sa sortie de camp. Amadou Souane anticipe bien la passe et n'a plus qu'à finir les cages vides. Libourne ouvre le score dans ce match. La réaction de Bergerac ne se fait pas attendre. Quelques secondes après l'engagement, le ballon est centré dans la boîte. C'est dégagé de la tête par la défense libournaise. Ça profite à Axel Tressès qui envoie une magnifique frappe à l'entrée de la surface. Le ballon termine dans la lucarne gauche. Bergerac égalise, 1 partout. Coup franc pour Bergerac dans le temps additionnel de la première période. La patte gauche d'Hicham Mlab qui envoie ce ballon au fond des filets. Magnifique coup franc inscrit par le maître à jouer bergeracois. Il permet à son équipe de prendre l'avantage 2-1. À la mi-temps, Bergerac mène 2-1 face à Libourne. 64e minute, coup franc pour Libourne. C'est dévié de la tête par Nourdine Baskar, mais sa tête frôle le montant. Dernière minute du temps réglementaire, le ballon est mal dégagé de la surface. Ça profite à Ashraf Beris qui tente une demi-volée, mais ça passe au-dessus de la cage bergeracoise. Fin du match, le score n'évoluera plus. Bergerac s'impose 2-1 face à Libourne et devient le dernier club néo-aquitain à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. La, 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 la.
Vous l'avez vu, Bergerac-Périgord qui continue d'écrire son histoire passionnée en Coupe de France avec des résultats exceptionnels sur les dernières années. Et pour en parler, on reçoit avec grand plaisir un homme qui nous avait manqué, c'est Paul Fauvel, le directeur général du BPFC. Bonsoir Paul. Bonsoir Benjamin. Paul, tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux, la santé évidemment, et puis les résultats pour vos deux clubs, Bergerac-Périgord et le Red Star, ça débute plutôt bien. Oui, pour le Bergerac Football Club, on a connu une belle issue hier dans le derby néo-aquitain qui nous opposait à Libourne. Ça nous permet de commencer l'année de bon augure, même si on sait que la coupe n'est qu'un temps éphémère, mais en tout cas, on savoure notre plaisir dans l'attente d'avoir le tirage au sort. Évidemment, on va y revenir lors de cette interview, mais juste un petit mot parce qu'en tant que néo-aquitain, on suit évidemment dans LFNA chaque lundi tous les résultats de National. Vous êtes salarié du côté du Red Star, vous êtes en tête, hein, ça se passe très bien avec Habib Bey aux commandes notamment, premier avec 9 points d'avance sur qui? Sur les Chamois niortais. Racontez-nous un petit peu ce championnat, un championnat très intéressant avec beaucoup de grosses écuries. On est sur un championnat de club professionnel, hein, carrément. Hein, c'est très costaud chaque week-end. On a des oppositions qui sont de plus en plus compliquées. Et on voit que le niveau s'élève. Et le Red Star, en tout cas, est le club, un des clubs les mieux structurés de la poule. Ils ont de l'ambition et ils le prouvent sur le terrain, dans les moyens mis également pour l'accompagner, soit sportivement ou administrativement. Et c'est vrai qu'avec Niort, il va y avoir une belle bataille jusqu'au bout. On a la chance d'avoir un matelas pour l'instant confortable en début de saison. Mais Niort devra venir jouer à Bauer sur la fin de saison. On espère que Niort terminera deuxième et le Red Star premier. En tout cas, mon cœur balancera des deux côtés entre mon territoire d'adoption, le Red Star, et Niort, mon territoire de naissance. Et en tout cas, le cœur ne va pas saigner en 16e de finale de la Coupe de France puisque le Red Star n'est plus engagé dans la compétition. Donc Paul est tranquille, il n'y aura pas de tirage. On l'avait envisagé pourtant. On l'avait envisagé, mais j'avoue que ça me rassure. J'aurais très très mal à l'idée d'avoir un Bergerac Red Star en 16e. De ce point de vue, on est tranquille. Alors racontez-nous comment vous gérez, puisqu'on le sait, Bergerac est un club, Bergerac-Périgord, un club très familial. C'est le papa qui est aux commandes en tant que président, Jean-Christophe Fauvel, que l'on embrasse et à qui on souhaite évidemment une très bonne année 2024. Paul, comment ça se passe, les deux casquettes? Vous filez encore un coup de main sur votre temps libre, c'est ça? Vous savez, Bergerac, c'est une aventure humaine et familiale depuis maintenant 20 ans. Mon père est arrivé président, entre guillemets, par ma faute, parce que j'ai commencé le foot et il s'est fait ensuite attirer par la présidence du club. Donc, je me sens redevable de lui rendre ça. Et à distance, j'essaye tant bien que mal de l'aider sur différents sujets, sportivement, commercialement, financièrement. Et ça me tient toujours à cœur de pouvoir rendre à mon territoire, même si je suis loin maintenant, à Paris, mais de pouvoir aider la ville de Bergerac à se développer au niveau sportif. J'ai toujours mon rôle de conseiller municipal également à la ville. Donc voilà, c'est d'être à distance, c'est de pouvoir faire fructifier le territoire bergeracois et périgourdin avec les bonnes idées que l'on peut voir à Paris et également un réseau qu'on peut se constituer. Et si on peut faire fructifier Bergerac et son club de foot de tout ça, c'est de bon augure. Est-ce que vous piochez des idées qui marchent du côté de Saint-Ouen au Red Star pour les adapter, même si ce n'est pas du tout le même contexte à Bergerac? J'avoue, quand on s'imaginait que Bergerac aurait pu monter en N1 et affronter le Red Star, c'est un monde d'écart. Donc il y a très peu de choses qui sont duplicables au niveau de Bergerac parce que le Red Star, c'est une PME de 25 salariés uniquement administratifs, alors qu'à Bergerac, on est à peine 6.
Voilà, donc c'est compliqué de pouvoir copier les deux projets, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose d'intéressant de pouvoir voir de l'intérieur. Et pour vous prouver que Bergerac est un club familial, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux du BPFC parce qu'il y a une image sympa d'un petit U7 qui raconte les émotions vécues lors de cette victoire en Coupe de France. Ça montre bien l'étendue de ce qu'est le club de Bergerac Périgord. On l'a dit, vous battez Libourne 2-1 lors de ses 32e. C'était pas évident, Paul, parce que Libourne, on les connaît bien, c'est un club ambitieux, un club qui a de très bons résultats dans son groupe de National 2. Ça veut dire que c'était presque un match face à une équipe de National, parce que franchement, Libourne, c'est une bête féroce en ce début de saison. C'est une équipe qui se donne les moyens d'être ambitieux dans la poule, avec un effectif de quantité et de qualité également. C'est une équipe qui pour l'instant joue le haut du classement de notre championnat, mais qui dégage en tout cas une force collective intéressante dans ce qu'elle propose au niveau de sa capacité à jouer au football. Hier, je pense que cette équipe a manqué un tout petit peu de rythme par rapport à nous qui avons fait un match amical mercredi dernier. Ça nous a aidé à avoir des jambes un peu plus, on va dire, légères en début de match. Mais c'était un très beau derby avec des belles équipes, de très bons joueurs en face. Et on est ravis que ce soit Bergerac qui l'emporte à la fin. Mais en tout cas, à la fin du match, c'est le foot néo-aquitain qui l'a remporté. Exactement, puisque on va le voir tout à l'heure dans le récap, mais il y a 3 clubs, donc ça doit être une fierté pour Bergerac Périgord de faire partie du trio néo-aquitain encore en course. Tous ces joueurs en première période, en fait, Paul, en deuxième mi-temps, les jambes étaient un petit peu plus lourdes. On va dire que on a géré le match de façon très footballistiquement correcte. On a eu cette gestion de match plutôt intéressante. On n'a pas beaucoup concédé d'occasion. On n'a pas eu énormément non plus. Mais en tout cas, c'était un match avec de l'expérience. Même si à la fin, il y a eu des crampes qui ont apparu parce que le terrain était un peu gras. Ça a été un match de très, très costaud. Et je pense qu'il faut souligner la performance du staff et des joueurs hier. Parce que pour l'emporter en 32e, il fallait être costaud hier après-midi. En parlant de staff, on est dans la continuité puisqu'on avait Erwan Lanuzel qu'on embrasse qui est désormais du côté des Girondins de Bordeaux. Désormais Yassine Azaf qui a toujours bien aimé lui aussi la Coupe de France. Finalement, c'est la prolongation de ce qui se faisait avant avec coach Azaf. On est sur une logique de faire confiance à des jeunes coachs qui travaillent. Voilà, c'est le travail qui passe avant le CV notamment. Et faire confiance à Yassine en début de saison, c'était un pari car il n'avait connu que le Régional 1 et une montée en N3, mais il n'avait pas pu suivre l'équipe en N3. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui s'appuie beaucoup sur la vidéo, qui est très curieux, qui va s'ouvrir à l'extérieur et à d'autres cultures. Et je pense qu'il récolte le travail qu'il a fait depuis le début de saison pour préparer cette saison et préparer cette transition vers le monde qui est pro de la N2. Et je pense que c'est la rançon du succès de son travail, mais j'espère que ce sera également payé en championnat, car malgré 2 matchs de retard, il reste du chemin à faire sur cette seconde partie de saison. Et en continuant comme ça, en proposant ce qu'on a proposé hier, on a de grandes chances de réaliser une saison convaincante, en tout cas au niveau des points et du jeu proposé. On va voir d'ailleurs tout à l'heure comment on gère ça, la coupe en plus du championnat, mais on va quand même continuer un petit peu de parler de la vieille dame, parce que c'est une histoire d'amour avec Bergerac Périgord ces derniers temps. Il y a eu 2017 avec ce 8e, vous aviez sorti, si je vois bien ma fiche, Lens, club de Ligue 2. Il y avait eu un but à la dernière minute d'un homme que l'on déteste en France, parce que c'est le spécialiste des buts à la dernière minute qui nous font mal, c'est Eder. Le Portugais. Derrière 2019, vous confirmez, 16e de finale, vous êtes battu par Orléans, club de Ligue 2. Et puis le quart de finale, cerise sur le gâteau 2022, cette défaite au tir au but face à Versailles. Paul, vous l'aimez cette Coupe de France? Est-ce que c'est nous qui aimons la Coupe ou la Coupe nous aime? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur l'histoire récente du Bergerac Périgord Football Club, on a eu le droit à des très beaux parcours en Coupe de France. Et on ressent vraiment une infection entre les Bergeracois et cette coupe. Hier, le stade a affiché complet 3 quarts d'heure avant le début du match, ce qui n'était jamais arrivé dans le stade de Caen-Réal. Preuve en est que l'engouement autour de Bergerac et de cette coupe est énorme. Et en tout cas, on est très fiers, nous, de pouvoir regoûter à ce niveau-là de compétition et de pouvoir donner l'opportunité aux Bergeracois de revivre un parcours en Coupe de France. Et j'espère également qu'ils pourront savourer à sa juste valeur. Et ce soir, il y a le tirage au sort qui a lieu en ce moment même, là, pendant notre entretien
Paul, alors ça va être chez nos confrères de Beansport, vous allez suivre ça évidemment à distance, mais vous espérez quoi? Vous parlez au nom du club, Paul, évidemment, peut-être que chacun a des envies différentes, mais un gros à Caen-Real? Alors le gros à Caen-Real, ça va être compliqué. Le gros tout court, oui, mais à Caen-Real, ça va être compliqué de recevoir, je pense, une équipe de Ligue 1. Mais effectivement, on souhaiterait avoir un club de Ligue 1, peu importe lequel, mais pour pouvoir se frotter à ce qui se fait de mieux dans l'élite du football français. Et je pense que c'est challengeant également de préparer un match de cette envergure, que ce soit sportivement ou administrativement. On a tous envie d'y être. Mais après, si c'est notre équipe, on prépare le match comme d'habitude pour le gagner et faire du mieux possible en tout cas. Et essayer par la suite de gérer les émotions et l'enchaînement des matchs, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en National 2, vous êtes 11e avec 13 points. Il y a toujours ce dilemme à gérer, parce qu'on se dit oui, on peut remonter très vite avec les matchs en retard, mais ce ne sont pas forcément des matchs gagnés. Il va falloir les jouer et les jouer avec pas mal de matchs dans les jambes. C'est quoi votre état d'esprit, Paul? C'est évidemment, on suppose, le championnat avant la coupe en priorité? Ça va être un mois de janvier qui va être très dense, en tout cas, avec quasiment 5 matchs, comprenant la Coupe de France. Donc, on a fait une grosse préparation hivernale pour pouvoir l'envisager. Mais c'est vrai que les points en retard qu'on va devoir récupérer vont être très importants dans la course, d'abord à obtenir le maintien, avant d'aller voir plus haut. Mais c'est un mois de janvier qui peut être décisif, en tout cas dans la fin de saison du club. Et il va falloir qu'on réponde présent très rapidement. Le coach, je suppose, lui, compétiteur comme il est, a envie de jouer tous les tableaux. Évidemment, l'idée c'est d'aller loin et plus haut possible dans toutes les compétitions. Et les joueurs aussi, ils sont habitués à gérer cet enchaînement de matchs. Et en tout cas, ils sont prêts à faire le maximum qu'ils vont pouvoir faire pour aller le plus loin sur les deux tableaux. Dans un championnat, vous l'avez répété tout à l'heure, Paul, mais quasiment professionnel, parce qu'il y a des formations énormes. Libourne, on le rappelle, est promu, mais a su s'adapter. Il y a Paris 13, il faut aller faire les déplacements du côté de la région parisienne. Il y a quand même beaucoup de clubs très forts et très habitués à ce championnat, donc pas évident, hein. Ça va être une course-poursuite, là, une course contre la montre. Clairement, il y a des grosses écuries en tout cas qui sont armées. Voilà, il va falloir qu'on réponde présent très rapidement, mais il y a n'importe qui entre guillemets peut jouer le haut du classement. Voilà, je pense aux Herbiers, à Paris 13, Angoulême également qui a une très belle équipe cette saison. Il faut qu'on se méfie vraiment de tout le monde et ça va être serré jusqu'au bout du championnat. Donc ça, c'est pour l'équipe Fagnon de Bergerac. On va parler, pour finir, du club en général, parce que il y a forcément une fierté chez vous. Ce sont les résultats de l'équipe féminine. Paul, en tête de la régionale 1 avec 25 points en 9 journées. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle, et forcément, ça augure de belles choses en 2024. On récolte les fruits d'un travail qui est fait depuis quelques années. Voilà, c'est enfin payé à sa juste valeur. Maintenant, il faut réussir à tenir la cadence jusqu'à la fin de saison et réussir à anticiper une structuration du pôle féminin vers une D3, parce que la D3, c'est un tout autre championnat. Et là, la marche est assez grande à suivre. Mais en tout cas, il y a une équipe qui s'est mise en place au niveau du club qui travaille pour le pôle féminin, pour trouver des moyens supplémentaires, pour trouver des boulots pour les joueuses notamment, et l'accompagner tout cet effectif vers la professionnalisation, c'est-à-dire en formation, en métier. Et ça, je pense que c'est la base de la structuration du pôle féminin, mais également le fait que les joueuses s'impliquent sur l'école de foot féminine et transmettent leur passion aux plus jeunes. On récoltera encore un peu plus tard les fruits d'une formation qui est de plus en plus qualitative au niveau des filles à Bergerac. Et si on pouvait avoir une montée de Bergerac et surtout de bons résultats qui continuent, ça serait pas mal, parce qu'on parlait tout à l'heure de Yacine Azaf, mais son ancien club Mérignac-Carlac est un peu en difficulté. Donc on aimerait avoir des clubs de Nouvelle-Aquitaine qui montent. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Paul. Et puis un petit mot pour terminer sur les jeunes. Il y a de bons résultats là aussi. Vous êtes satisfait? Pour l'instant, vous êtes dans les temps au niveau des équipes jeunes? Oui, très bien. Toutes nos équipes sont au plus haut niveau régional. On est un peu plus compliqué sur la catégorie 15, mais on travaille en tout cas pour se maintenir à ce plus haut niveau. Mais les structures scolaires labellisées sont en place, ça fonctionne, soit au collège, au lycée. On a de plus en plus de jeunes qui intègrent notre équipe réserve, qui est composée à 80% de jeunes formés au club. C'est des bons indicateurs de performance qui nous permettent de dire qu'on est dans la bonne voie dans le développement du projet du club. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Paul, le mot de la fin pour cette année 2024, à vous et à l'ensemble du BPFC? Un très beau match en 16e de finale qui permettra d'être une grande fête pour le club et de réunir toutes les parties prenantes au même moment, au même endroit.
d'avoir de grandes émotions collectives, évidemment, pour, on va dire, apprécier ce moment à sa juste valeur. Bon, comme dirait un grand philosophe du foot, on vous le souhaite en tout cas, Paul. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ça sera bon signe si on se rappelle dans LFNA TV. On vous dit merde pour la suite, que ce soit avec le Red Star ou avec Bergerac-Périgord, même si évidemment on sera un petit peu quand même supporter des Chamois niortais dans le sprint final du National. Désolé, Paul. On fait avec. Merci beaucoup, Paul. Par contre, tu sais, là, on allait voir Arrête de bouger. le match de Bergerac face à Libourg et on a gagné 2-1 et on n'a pas fait la fête dans les vestiaires, mais on a fait la fête sur le terrain. Je me suis fait porter sur mes pieds et ma cuisse, j'étais sur les épaules du joueur et tout il m'a porté. Et voilà, on a gagné 2-1 face à Libourg. Ouais, c'est cool. Bergerac-Périgord donc qualifié. Voici la liste de tous les clubs qui seront présents en France en 16e de finale, avec tout d'abord 15 pensionnaires de Ligue 1, le FC Nantes, Clermont Foot 63, le Lille Olympique Sporting Club, le Stade Brestois, Montpellier, Strasbourg, l'OGC Nice, l'AS Monaco qui s'est imposé dans l'affiche de ses 32e de finale sur le terrain du Racing Club de Lens. L'Olympique de Marseille est également qualifié, tout comme l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Ça passe pour le Stade Rennais, pour le Stade de Reims, pour le Paris Saint-Germain qui s'est défait largement de Revel. Et puis ça passe pour le tenant du titre, le Toulouse Football Club. En Ligue 2, 6 représentants seront présents en 16e de finale. Rodez, Valenciennes, le Paris FC, les Girondins de Bordeaux, l'USL Dunkerque et le Stade Lavallois. 4 équipes de nationales avec Orléans, Sochaux, avec Châteauroux et le FC Rouen en 1899. 6 pensionnaires de National 2 avec l'Entente Fény-Aulnois, le club du Racing CFF, Trélissac Anton Périgord Football Club, le SO Romorantin, le Puy F43 et Bergerac Périgord. Et puis en National 3, le Petit Poussé se nomme l'AS Saint-Priest. Le tirage au sort des 16e de finale a lieu en ce moment même. Les matchs auront lieu le week-end du 21 janvier. On passe maintenant à l'actualité des championnats. Il y avait des matchs en retard à rattraper ce week-end et galanterie oblige comme toujours dans cette émission de LFNA TV. On attaque avec le foot féminin. 2 matchs étaient à rejouer en Régional 1. Voici les résultats avec du côté du Parco, un match de la 5e journée de R1 féminine entre l'ES La Rochelle et le Limoges Football. Victoire 5-3 de Limoges en terre rochelaise, et puis le FC Gradignan s'est imposé 4-0 face au Pau FC dans un match en retard de la 9e journée. Conséquence au classement, Bergerac-Périgord est leader avec 6 points d'avance sur le club de l'ES Poitiers 3 cités. L'ES La Rochelle est désormais 3e, Gradignan est 4e, Talence 5e, Limoges remonte à la 6e place avec 12 points au compteur. Anglette est 7e, Bassin, le CMO Bassin c'est 8e, le pôle palois FF est 9e devant l'autre club palois, le Pau FC qui est 10e, et puis Trélissac est 11e, la lanterne rouge se nomme Brive, le SA Brive qui, on le rappelle, a -1 forcément avec ce forfait général du club briviste. On passe maintenant au foot masculin avec les matchs à rattraper chez les hommes, notamment en National 3 dans la poule B. Il y avait un match en retard de la 7e journée entre l'US Lège-Cap-Ferré et le club du FC Canet-Roussillon. Le résumé de cette rencontre vous est proposé par Théo Rodriguez. Match en retard de la 7e journée de National 3. Lège-Cap-Ferré recevait Canet-en-Roussillon au stade Louis Gobet. Avant le début de la rencontre, les Girondins occupaient la 12e place au classement, tandis que les Canetois, eux, occupaient la 4e place dans une poule B très serrée de National 3. Le match commence fort pour les visiteurs. Sur ce corner joué court, la défense de Lège-Cap-Ferré est battue. Ce ballon est frappé directement, mais le portier fait un bel arrêt. Ça profite à un Canetois qui frappe, mais rate le cadre. Les Légeaux-Ferré-Capiens vont tenter de réagir. Lucas Albert reçoit ce ballon à l'entrée de la surface et envoie une magnifique frappe dans la lucarne droite. Quel but de la part du Girondin qui permet à Lège-Cap-Ferré d'ouvrir le score dans ce match.
Coup franc pour Lège Cap-Ferré à l'entrée de la surface. Le pied gauche de Lebrun pour frapper ce ballon, mais ne trouve pas le cadre. Début de deuxième période, coup franc pour Canet, c'est frappé dans la boîte et repris de volée, mais l'attaquant canetois est signalé en position de hors-jeu. On en reste à 1-0. Bonne situation offensive pour Canet. Mbemba Bayo est retrouvé dans la surface et prend sa chance. Mais Guesnay fait une belle parade, ça profite encore à un Canetois qui frappe de loin, mais le portier, Léjo Ferré-Capien, s'illustre de nouveau. Bon ballon en profondeur pour Serein pour jouer un face-à-face avec le portier adverse. Il frappe du droit, mais Grave se couche bien sur ce ballon. Grosse situation pour les Girondins qui auraient pu faire le break. Corner pour Canet, c'est frappé dans la boîte et repris de la tête, mais ce ballon s'envole au-dessus de la transversale. Long dégagement devant de la défense de Lège Cap-Ferré. Le défenseur canetois rate sa tête, ça profite à Albert qui file seul au but. Mais sa tentative du gauche est stoppée par Grave. Dans les dernières minutes de ce match, nouveau corner pour Canet. C'est frappé premier poteau et repris de volée. Mais Guesnay fait un magnifique arrêt pour sauver les siens. Le score en restera là. Lège Cap-Ferré s'impose 1-0 sur sa pelouse face à Canet en Roussillon et se retrouve à la 11e place du classement de la poule B de National 3. Et on remercie Philippe Ollier, le coach de l'US Lège Cap-Ferré, de nous avoir fourni les images. Autre match en retard, le Pau FC qui jouait un match de la 8e journée sur le terrain de Perpignan. Victoire 1-0 des Béarnais grâce à un but de Léo Lemoine. Un succès important au classement, vous allez le voir, puisque les Genêts d'Anglet sont leaders avec un point d'avance sur l'US Castanet, 3e Blagnac, 4e Canet-Roussillon, 5e l'US Colomiers, 6e la réserve du Pau FC avec 15 points désormais. Le Stade Bordelais compte également 15 points à la 7e place. Albert Argelès est 8e. Onet-le-Château 9e. L'Aviron Bayonnais 10e avec 11 points devant l'US Lège Cap-Ferré. 12e la réserve des Girondins de Bordeaux avec 9 points. 13e Saint-Paul Sport avec 7 points devant la Lanterne Rouge Perpignan. Dans la poule C, il y avait 2 matchs en retard à rattraper ce week-end. Samedi à 18h, le SO Châtellerault a battu Poitiers 3-1, défaite donc du Stade Poitvin, alors que dimanche, l'AS Panazol s'est imposé à domicile 2-1 face à Bourges Foot. Victoire importante pour l'AS Panazol. Le classement avec le FC Montlouis toujours en tête avec 8 points d'avance sur le Stade Poitvin qui est 2e, Châteauroux est 3e, Ouest Tourangeau 4e, Bourges est 5e devant le Tour FC qui compte 17 points tout comme le SO Châtellerault qui est 7e, 8e le FC Vierzon avec 16 points tout comme l'AS Panazol qui est 9e, 10e Château-sur-Loire 14 points, Vineuil est 11e, l'US Chauvigny 12e avec 12 points, le FC Chambray 13e avec 7 points et la Lanterne Rouge se nomme toujours Bourges Foot 18 avec 6 points au compteur. On passe maintenant à la régionale 1 avec les matchs à rattraper ce week-end. Tout d'abord, direction la poule A. Vous le voyez, il y avait pas mal de matchs avec le CA Neuville qui a battu Nueil-Aubier 3-0. 2 buts partout entre le FC Bressuire et le S Guérétoise. La victoire importante de Thouars Foot 79 sur le terrain de l'Étoile Maritime 3-0. Et puis match qui sera encore à rejouer, celui opposant le FC Rochefort à la réserve de l'US Chauvigny. Au classement, le FC Bressuire est en tête avec 19 points devant Nueil-Aubier, deuxième avec 17 points. Concernant le reste du classement, Busserolles est troisième, Saint-Jean-d'Angély quatrième, Neuville cinquième, l'ES Guérétoise sixième avec 12 points devant le Stade Poitvin, la réserve qui compte également 12 points, huitième le FC Rochefort, neuvième la réserve de Chauvigny, dixième Thouars Foot 79, onzième l'Étoile Maritime, devant l'ES La Rochelle, autant dire que le derby rochelais lors du prochain match entre l'Étoile Maritime et l'ES La Rochelle va être d'une importance capitale. Dans la poule B, maintenant, il y avait 4 matchs à rejouer. Le CS Fétia a perdu sur sa pelouse 1-0 face à l'US Lormont. Victoire 1-0 de Boulazac face à Couzex-Chaptla. La victoire 2-1 du FCE Mérignac-Carlac sur le terrain de Saint-Médard-en-Jalles. Et puis victoire également 2-1 de la réserve d'Angoulême-Charente face au SEA Brive. Au classement, le FC Mérignac-Carlac compte 22 points avec 2 points d'avance sur Porte-Entre-deux-Mers. Désormais, la réserve d'Angoulême est 3e devant Boulazac. L'ES Brive est 5e devant l'US Senon
qui est 6e avec 12 points. Le CS Fétia est 7e avec 10 points, tout comme Trélissac, Antoine Périgord et Couzex Chaptla qui est 9e, 10e l'US Lormont, 11e Saint-Médard-en-Jalles et 12e Nontron Saint-Pardoux. Dans la poule C, il y avait un match important à rejouer. Le FC Bassin d'Arcachon recevait le SA Mérignac avec un objectif clair en tête, reprendre le fauteuil de leader de cette poule, un fauteuil de leader occupé par le voisin, le club de Biganos. Le FC Bassin d'Arcachon de Marvin Ezor a-t-il réussi sa mission commando pour revenir en tête de cette poule? La réponse avec notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. Match en retard de Régional 1, Mérignac se déplace sur la pelouse du Bassin d'Arcachon. Un club ambitieux et en plein développement qui nous est présenté par son directeur sportif, Christopher Gombard. En fait, c'est une fusion de 3 villes qui a été fusionnée en 2013, qui est le FCBA, Football Club du Bassin d'Arcachon. On a à peu près 700 licenciés, ça augmente d'année en année, donc on est content. Donc là, ça fait plus de 10 ans qu'il y a eu la fusion des trois clubs. On est content de l'école de foot, où on a la plupart de nos jeunes qui sont en régional, les 17 régionales 1, les 16 régionales 1. On a les 14 ligues qui sont passées premiers, donc qui vont dans l'autre championnat pour régional. Donc on est content, l'école de foot marche très bien. Ensuite, il y a le foot à 8 et le foot à 5 qui est très performant. On a pas mal d'éducateurs qui entourent tous ces jeunes. Donc une saison très satisfaisante pour l'instant. Et ensuite, pour l'équipe première, on a été invaincu pour l'instant. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Et en Coupe de France, on a été éliminé au 8e tour. Donc un bon parcours. Les objectifs à long terme, c'est déjà garder cette dynamique déjà sur l'école de foot et les jeunes qui sont performants. Donc garder cette dynamique des éducateurs et des jeunes, de bien les former. Donc garder cette dynamique et ensuite pour l'équipe première, c'est aller le plus haut possible, quoi. C'est faire le maximum pour aller le plus haut possible. De son côté, Mérignac reste sur 2 défaites consécutives en championnat et espère bien venir jouer les troubles fêtes chez un prétendant à la montée pour lancer au mieux cette année 2024. Et ce sont les visiteurs qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre, mais la première occasion sera à mettre au crédit des locaux, avec une belle course d'Emeric Point sur son côté gauche qui va prendre la profondeur, réussir à éliminer le gardien. Il est repris au tout dernier moment, mais ça donne un bon premier corner pour Arcachon. Le corner est très bien tiré au premier poteau et c'est Jean-Claude Michalet qui vient mettre sa tête pour ouvrir le score pour les locaux. 1-0 pour Arcachon. Mérignac va essayer de répondre immédiatement avec une belle interception de Lucas Piquerel qui tente sa chance de loin. Mais le ballon s'envole et ne viendra pas inquiéter le portier adverse. Et à la suite d'un beau 1-2 entre ses 2 coéquipiers sur le côté gauche, c'est Emeric Point qui est une nouvelle fois trouvé en profondeur, mais qui vient buter sur Tommy Bope. Au tour de Mérignac de se créer une occasion et après une bonne déviation de la poitrine, Elidia voit le ballon lui revenir, mais sa frappe est contrée par la défense arcachonnaise. Puis sur un coup franc joué rapidement, c'est Thibaut Calavia qui s'en va seul face au but. Il va frapper du pied gauche, mais sa frappe est trop croisée pour inquiéter le portier adverse. Et du côté d'Arcachon, c'est à Charles Thion de se mettre en évidence. Il vient éliminer son vis-à-vis sur le côté droit, s'échappe. Il va réussir à centrer, trouver Diamel Clichy qui tente la frappe. Mais c'est bien détourné en corner par Tommy Bope. Et à la suite d'une première mi-temps accrochée entre les 2 équipes, c'est Arcachon qui rentre au vestiaire avec un but d'avance. Et c'est également l'équipe locale qui va se mettre en première en évidence dans cette deuxième mi-temps. Emeric Point va voir le ballon lui parvenir et tenter sa chance du pied droit. C'est dévié en corner par un défenseur. Benjamin Geffray parvient à se défaire de son vis-à-vis dans l'axe puis percute. Il trouve son coéquipier en profondeur qui va centrer. Mais Lucas de Hataïd ne parvient pas à conclure. Et la plus grosse occasion du match pour Mérignac vient après une erreur d'Anthony Loustalo qui voit Tommy Romero lui voler le ballon, tirer, mais ça passe juste à droite des buts. Mérignac a alors laissé passer sa chance
Et Alaïdine Miloudi va mettre à l'abri son équipe en décalant Benjamin Geffrey dans l'axe qui donne le break à Arcachon. 2-0 alors qu'il reste désormais que 10 minutes à jouer. Les locaux ont fait le plus dur. Mérignac va bien tenter de réagir. Et sur un bon centre venu de la gauche, Hugo King va tenter le geste acrobatique, mais il est trop court. Puis c'est au tour du défenseur Yanis Sauvage de tenter sa chance de loin, mais sa frappe est trop écrasée pour inquiéter le portier adverse. Arcachon s'impose ainsi 2-0 sur sa pelouse contre Mérignac. L'équipe locale prend la tête de la poule C de Régional 1. Du côté de Mérignac, cette défaite est synonyme d'un 3e revers d'affilée en championnat. Mais les joueurs de Mérignac n'ont pas démérité et ont livré un beau combat. Le match, franchement, il était disputé. Il était disputé de part et d'autre. Après, ça se voyait qu'ils étaient quand même un peu supérieurs. Ils sont costauds sur toutes les lignes. Après, ça s'est joué à rien. Sur un corner au début du match. Après, on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre. Et après, fin du match, ils nous ont punis parce que c'est censé être la grosse écurie de la poule. Du coup, ils ont puni et puis voilà, 2-0. Score un peu sévère, mais c'est le foot. À la mi-temps, c'est leur dire qu'on était bien, qu'on était dans le match, qu'on pouvait aller un peu plus haut les chercher, qu'on pouvait peut-être les mettre un peu plus en danger et être plus agressif devant pour pouvoir les mettre en difficulté dans leur relance, récupérer plus haut et pouvoir attaquer. Donc on a essayé de le faire, on a pu le faire. Et ça ne nous a pas souri ce soir, mais c'est intéressant pour la suite. Pour la fin de saison, c'est une poule pas simple, donc voilà, l'objectif c'est de se maintenir le plus rapidement possible. On a un match très important là, le week-end prochain, donc on est focus déjà là-dessus. Et du côté d'Arcachon, c'est l'heure de fêter cette première place obtenue en championnat. Beaucoup de maîtrise, une maîtrise intéressante. On a essayé de manipuler notre adversaire. Après, pour qu'il y ait un bon match, il faut qu'on soit deux aussi. Je pense que Mérignac aussi a eu des très belles intentions. Maintenant, ça joue sur un détail, coup de pied arrêté déjà, dans un premier lieu. Et puis après, une seconde période où on est beaucoup plus en maîtrise, on se met moins en danger par rapport à la première mi-temps. Donc non, c'était un match sérieux, très sérieux. Je suis très content parce qu'on a fait depuis la reprise vraiment des entraînements de qualité, avec une attitude aussi de qualité. Et ce soir, ils ont eu l'attitude de qualité, ils sont partis chercher des choses. C'était parfois très compliqué parce que je connais mes hommes et parfois c'était très compliqué, mais on était là aussi pour les aider à sortir du mal. Ouais, une tête décroisée, je la touche, mais pas vraiment en fait. Je la touche, mais un peu. Comme si c'était bien tiré en fait, donc j'ai pas eu à mettre de force ni de la toucher beaucoup, juste un petit peu et ça a fait le taf. Et c'était travaillé à l'entraînement, donc c'est tout bénéf pour l'équipe. Dans l'autre match en retard joué ce week-end, Larine Lusien a battu le FC L'Escar 3-0. Conséquence de ces matchs au classement, le FC Bassin d'Arcachon est leader avec 1 point d'avance sur Biganos. 3e, les Croisés de Bayonne. 4e, Larine Lusien. Avec également dans le bas de tableau, la jeunesse villenavaise à la 10e place avec 6 points, tout comme le FC L'Escar qui est 11e avec moins 17 en goal average. Et puis la lanterne rouge, c'est l'ancien club de Jules Koundé, le FC La Brette, qui compte seulement 4 points au compteur. Pour être tout à fait complet, un autre match qui se jouait ce week-end, un match en retard de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, cette fois un match du 3e tour qui avait lieu en Charente-Maritime du côté du stade Léon Collin des Maths. L'AS Merpin est allé se qualifier au tir au but sur le terrain de la Seudre Océan avec un score nul et vierge et puis une séance de tir au but. Bravo donc à l'AS Merpin qui continue
l'aventure en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Cette émission numéro 124 d'LFNA TV est désormais terminée. Je remercie à l'édition mon trio habituel, Rémi Penet, notre correspondant en Gironde, notre journaliste Théo Rodriguez et notre chef d'édition Flavien Wiolkowski. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Continuez de nous suivre en 2024. N'hésitez pas à partager et à commenter cette émission sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 125. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, évidemment, ça reste un jeu.